En 1983, un couple noir disparut après la messe, leur voiture toujours garée à l'église. Pendant 17 ans, on crut qu'ils étaient dans la mort, avant que l'océan ne rende quelque chose. Je n'ai pas grandi en pensant que mes parents étaient simplement portés disparus. J'ai grandi en pensant qu'ils étaient morts. Pendant la majeure partie de mon enfance, tout ce que j'avais compris de cette nuit de 1983, c'était qu'après l'église, quelque chose avait mal tourné. Ma tante m'a élevé, et elle n'a jamais voulu en parler. Pas par cruauté, je crois, mais par pure douleur. Ce genre de chagrin qui ferme à clé des pans entiers de ta mémoire, juste pour te permettre de survivre au jour. Les rares fois où j'ai osé poser la question, elle secouait la tête. Une fois, j'avais peut-être 9 ans, je lui ai demandé net s'il n'avait pas eu un accident sur l'autoroute ou si quelqu'un ne les avait pas agressés. Elle m'a juste répondu qu'ils étaient trop bien habillés pour disparaître comme ça. Et c'était tout. Mes parents, Marvin et Teresa Dandridge, étaient ensemble depuis le lycée. On disait d'eux qu'ils étaient inséparables. Pas de la façon collante des ados, mais de ce lien solide qu'on en vit souvent à 30 ans. Des piliers de l'Église, des organisateurs de la communauté. Ils ont eu un enfant tard dans la vie, alors qu'ils étaient déjà installés et reconnus. Le jour de leur disparition, le dimanche 27 mars 1983, ils avaient assisté au service du matin à la Greater Hope Missionary Baptist Church dans une petite ville de Caroline du Sud, Dolan. C'est un de ces villages que tu manques si tu clignes des yeux en passant. Et pourtant, ce jour-là, vers midi, deux adultes quittèrent l'église en plein jour, montèrent dans une Oldsmobile Cutlass Supreme bleue impeccable et n'ont plus jamais été vus. Aucun dérapage sur la route, pas de vitres brisées, pas de corps, aucun mot laissé derrière eux, juste une disparition. J'avais 2 ans, trop jeune pour me souvenir, trop jeune pour comprendre ce qu'on m'avait arraché. 17 ans passèrent avant que l'océan ne rende quoi que ce soit. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer comment le silence commença à se fissurer. C'était un après-midi glacé de janvier 2000 quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'étais à Charleston, en train de bosser tard dans une salle d'archives poussiéreuse du Community College local, à classer des boîtes avec d'autres assistants sous-payés. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je répondis, pensant que c'était un camarade. « Est-ce que je parle à Reuben Dandridge ?» La voix à l'autre bout du fil était serrée, hésitante, masculine, la quarantaine sans doute, un ton qui vous serre instantanément le ventre. « Oui, dis-je. Je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais j'appelle de Coastal Maintenance. On a trouvé quelque chose échoué sur la côte. Un objet, un nom dessus, une Bible. On pense que ça appartenait à votre famille. » Je restais interdit. Il m'expliqua qu'il patrouillait un bout de littoral près de Beaufort. Pas la partie touristique, mais plus loin, là où l'érosion ronge le rivage, quelques jours après une tempête. Ils avaient en vue déferler des débris, bois flottés, vieux pneus, nasses rouillées, puis un objet plus lourd et plus net, une caisse en bois, abîmée et gondolée par l'eau. À l'intérieur, un programme de service de l'église daté du 27 mars 1983, trempé jusqu'à la moelle, et une Bible à couverture dorée, gravée Marvin and Teresa Dandridge. Psaume 91, notre verset de mariage. Je ne dormis pas cette nuit-là, ni pendant presque 2 semaines. Cet appel fit céder un truc dans ma tête, comme un vieux placard qui s'ouvrerait tout seul. J'ai commencé à voir ma mère et mon père en rêve, ou peut-être à me les remémorer. Une portière bleue, une main sur le volant, le murmure d'une voix de femme, et toujours l'eau. Toujours l'eau. Quand j'ai déposé la caisse moi-même dans un sac de preuves, maintenant sec, je sentais encore l'iode. Le programme était à peine lisible. L'encre avait coulé en larges traînées couleur d'algues, mais la date, elle, restait visible. Le titre du sermon, « Ceux qui marchent dans l'ombre ». Je saurais reconnaître ces titres d'église entre mille, et pourtant, cela me glaça le sang. Je n'étais pas le seul à le sentir. Cette nouvelle fit la une du journal local de Beaufort, comme si un fantôme rapportait un secret. Les journalistes dépoussiérèrent le dossier de 1983, imprimèrent de nouveau les avis de recherche, d'anciens paroissiens, voisins, camarades d'école de Dolan, se manifestèrent, tous rappelant Marvin et Teresa. Ils aidaient toujours à ranger la salle après le repas communautaire. Ne manquaient jamais la bénédiction finale. Sauf ce jour-là,
où ils partirent sans se dire au revoir. Quelqu'un se souvenait que Teresa avait l'air livide. Un autre raconta que Marvin avait reçu un coup de fil juste avant la fin du culte et était sorti un instant. Le téléphone public se trouvait près de la clôture arrière du parking de l'église, sous les magnolias. Personne ne sut qui avait appelé, personne n'avait vu qui les avait vus monter dans la voiture, et l'Oldsmobile était parti. À l'époque, la thèse officielle était tragique mais simple. Ils avaient quitté la route, peut-être basculé dans un cours d'eau. Les plongeurs municipaux fouillèrent les ponts et tronçons de l'Achapou et du Caï. Mais mi-printemps, le courant resta trop violent, le paysage trop inhospitalier. Rien ne refit surface, et en quelques mois, l'affaire s'étiola dans le flux des nouvelles. Ce que j'appris en 2000 en me plongeant moi-même dans les archives, c'est que, dès 1983, on avait des doutes. Le pasteur de la Greater Hope avait déposé une déposition jamais suivie d'effet. 2 semaines avant la disparition, Marvin lui avait demandé s'il conservait d'anciens registres de baptême pour retracer des branches familiales, étranges pour un homme déjà baptisé, et s'il existait un moyen de rendre un baptême anonyme. Le pasteur crut d'abord à une question théologique, développa un sermon sur le fait d'être connu de Dieu. Mais 17 ans plus tard, cette demande sonnait comme celle d'un homme voulant effacer ses traces, renouer le fil de son passé. Ici, l'histoire bifurque en 2 volets, ce qui s'est réellement passé en 1983 et ce qui a commencé à m'arriver en 2000. Car la caisse n'était pas la seule chose que l'océan ramena. En mars de cette même année, jour pour jour du 17e anniversaire, une tempête balaya de nouveau la côte et dégagea un autre vestige. Un châssis de voiture ancien, enfoui sous le sable et les palétuviers près d'Edisto Beach. Les policiers l'ignorèrent d'abord. On y trouve des carcasses jetées illégalement depuis des lustres, mais les habitants affirmèrent que celui-ci était différent. Pas rouillé à l'ordinaire, mais dissimulé sous des filets, des bâches et des rochers. Quand on le tira enfin de la boue, on reconnut la marque et le modèle. Une Oldsmobile Cutlass Supreme bleue de 1981, exactement celle de 1983. La voiture fut extraite d'un marais salant juste derrière Edisto Beach, un endroit qui, selon les locaux, respire à chaque montée et baisse des eaux. 17 ans avaient enfoui l'auto sous limon, algues et racines, mais quelques pièces restaient étonnamment intactes. Le pare-choc avant, les logos et surtout la plaque d'immatriculation, polie pour correspondre au fameux numéro du rapport de disparition de 1983, SC3 MLI 528. À l'intérieur, les enquêteurs découvrirent les objets suivants. Une paire de escarpins d'église, taille 10 et demi, un foulard en soie rose, un portefeuille désintégré, ne conservant que des photos de famille délavées, un étui à rouge à lèvres écrasé, une cassette à moitié fondue étiquetée « Répétition de la chorale de Mars », un sachet plastique contenant 2 alliances, enroulé dans le coin déchiré d'un bulletin d'église. Mais aucun corps, aucun signe de lutte, pas de sang, pas la moindre empreinte inhabituelle, seulement ce qu'on peut attendre d'une journée ordinaire. Le siège conducteur était reculé à fond, comme si une personne très grande avait pris le volant. Dans le cendrier, une seule allumette consumée jusqu'à la tige en bois. Ni cigarette, ni briquet, rien que cette allumette. L'habitacle était étonnamment sec, alors que les vitres étaient remontées. Après 17 années passées en milieu salin, les tissus d'ameublement auraient dû être lacérés, le tableau de bord fendu, le plancher rouillé. Au lieu de cela, la voiture semblait préservée, comme si le marais l'avait scellée au lieu de l'engloutir. Le véhicule fut envoyé au laboratoire médico-légal de Columbia. Le service local de police confia à la détective June Ellison la réouverture formelle du dossier. Elle prit l'affaire très au sérieux, je l'ai entendue dès son premier appel. « Reuben, me dit-elle, je ne veux pas vous effrayer, mais cette voiture ne réagit pas normalement. Le métal est intact, le caoutchouc non craquelé, la bande de la cassette fonctionne encore. »« Vous l'avez écoutée ?»« Oui, une fois, mais je ne l'ai plus touchée depuis. Si vous voulez, je vous la fais écouter. » Je me rendis à Columbia la semaine suivante. Je n'étais pas prêt. Quand j'enfilai les écouteurs, la bande commença comme on l'imagine. Échauffement de chorale, accords de piano, quelques sopranes faux culs, un rire au loin. Aucune voix ne m'était familière. Puis le rire s'interrompit, le piano ralentit,
puis joua à l'envers. Pas mécaniquement, comme si on avait actionné la touche rembobinage, mais dans l'enregistrement même, les notes glissèrent à reculons, comme si le temps s'était plié dans la cassette. Ensuite, un long silence statique, 2 minutes entières, puis une voix. Un timbre familier, féminin, rauque. On n'aurait jamais dû l'ouvrir. Je faillis lâcher les écouteurs. Ellison s'immobilisa. Vous reconnaissez? Je répondis que non, mais je mentais. Je reconnaissais chaque syllabe. C'était la voix de ma mère, entendue seulement une fois dans ma petite enfance, sur une vieille cassette que ma tante gardait dans un carton au grenier. Un message d'anniversaire de Teresa Dandridge. Sa voix, légèrement rauque, portait toujours l'impression de vous confier un secret. Et voilà qu'elle revenait, 17 ans plus tard, sur une bande gondolée. On n'aurait jamais dû l'ouvrir. Je suis désolé, j'ai essayé. Je lui ai dit d'arrêter. J'entends encore ces mots, criés dans un écho métallique. Puis la bande redevint statique, et j'entendis un orgue lointain, comme à l'enterrement d'un proche. Je quittai le labo en état de choc. Je ne dis rien à personne, pas même à ma tante. Je ne savais comment expliquer que cette voix, au lieu de m'apporter réconfort, avait semé au fond de moi une terreur innommable. Mes rêves reprirent, mais ils évoluèrent. Ce n'étaient plus de simples souvenirs, mais des apparitions. Dans l'un d'eux, je me tenais dans l'eau mi-mollet, une cloche d'église teintée quelque part hors de vue. Devant moi, à moitié submergée par la marée, se dressait l'Oldsmobile, sa portière grande ouverte comme si elle m'attendait. Et juste avant que je n'y entre, je l'entendais murmurer « Il y a de l'eau partout maintenant ». La détective Ellison poursuivit le dossier avec acharnement. Elle retrouva un ancien standardiste de la police de Dolan, un certain Curtis Lane, de service dans la nuit du 28 mars 1983. Il se souvenait d'un appel étrange reçu à 3h14 du matin, le jour suivant la disparition. Un homme affirmant être Marvin Dandridge, la ligne remplie de craquements, redemandant si le sous-sol de l'église avait bien été fermé et sécurisé. L'appel cessa brutalement. L'affaire fut classée comme farce, mais Curtis n'oublia jamais, car seul un petit nombre de paroissiens, le pasteur et Marvin, connaissaient l'existence de ce sous-sol. Avec Ellison, je retournai à Dolan la semaine suivante. Nous demandâmes au pasteur actuel l'autorisation d'explorer la bâtisse. L'église avait changé, peinture neuve, moquette, extension. Mais les fondations étaient intactes. Sous la tribune de la chorale, derrière un panneau déclenchable qu'on confondait avec un simple placard, nous découvrîmes une porte scellée. Un escalier de béton, étroit, descendait dans une pièce au mur en terre battue, à peine 3 mètres sur 3 mètres, nue, hormis un vieux lavabo rouillé, une cuve baptismale à peine visible et une sorte de coffret électrique. Ellison braqua sa lampe sur un coin. Dans la brique, quelqu'un avait gravé au poinçon « M.T. ». Juste en dessous, en lettres tremblées, « Ne l'ouvrez pas ». Nous restâmes longuement sans un mot. Cette nuit-là, à l'hôtel, Ellison confia une phrase que j'ai conservée. « Je ne pense pas qu'ils aient disparu. Je crois qu'ils ont réveillé quelque chose. Qu'ils ont ouvert une porte qu'ils croyaient refermée. » Elle refusa de classer l'affaire. Après avoir mis au jour la salle du sous-sol, Ellison était devenue obsédée. Elle voulait comprendre. Peut-être moi aussi, car après 17 ans de mutisme, tout ce vacarme ravivait en nous un mystère primitif. Elle exhuma chaque document de 1983, même ceux non numérisés. Elle repéra une annotation à la main sur un vieux plan cadastral de l'église. Sans date ni signature, une esquisse effacée indiquait une seconde chambre, plus petite, non mentionnée sur les plans officiels et ignorée même du pasteur actuel. Elle se trouvait sous la cuve baptismale. Quelques jours plus tard, munis des clés et d'outils, nous retournâmes sur place. Le pasteur nous laissa faire, à la condition de ne pas assister lui-même à la découverte. L'endroit le troublait. « Cette église a toujours distillé la grâce, me dit-il. Mais la grâce peut être détournée, ajouta-t-il à voix basse. Sous la cuve pourrie, sèche depuis des décennies, nous trouvâmes une dalle en béton munie d'un anneau en fer. Il nous fallut plus d'1 heure pour la soulever. Ce qui nous assaillit alors fut une odeur indescriptible. Ni décomposition ni égout, plutôt un mélange ancien d'humidité de pierre et de fer. En dessous, un petit caveau d'à peine 1,50 m de profondeur, doublé de briques. Au centre reposait un paquet enveloppé dans une toile huilée. À l'intérieur, un journal jauni de 1947,
relatant l'incendie mystérieux d'un autre lieu de culte, le First Light Tabernacle, à 5 miles de là, une mèche de cheveux tressés, une photo de 5 enfants noirs, immobiles devant une vieille cahute, leurs visages sans émotion, derrière eux un écriteau proclamant « L'eau ne pardonne pas ». Enfin, un plan crayonné au crayon, taché, marqué par l'eau, montrant un tronçon de la côte sud de la Caroline. Dans le coffre identifié SC3 MLI 528, les enquêteurs découvrirent une paire d'escarpins d'église en cuir, taille 10 et demi, un foulard en soie rose, un portefeuille en lambeaux, ne gardant que des photos de famille effacées, un tube de rouge à lèvres écrasé, une cassette à moitié fondue, étiquetée Répétition de Mars, chorale, un sachet plastique contenant 2 alliances, enveloppées dans un coin déchiré d'un bulletin paroissial. Mais pas de corps, pas de traces de lutte, pas de sang, pas d'empreinte autre que celle d'une journée ordinaire. Le siège conducteur était poussé à fond, comme si une personne très grande avait conduit. Dans le cendrier, une allumette consumée jusqu'au bois nu, ni briquet, ni mégot. Étonnamment, l'intérieur était sec. Malgré 17 ans dans l'eau salée, les tissus ne s'étaient pas désagrégés, le tableau de bord n'était pas fendu, le plancher n'était pas rongé par la rouille. Tout semblait scellé plutôt que détérioré. La voiture fut envoyée au laboratoire de police scientifique de Columbia. Le service local nomma la détective June Ellison pour réouvrir le dossier, mais elle prit l'affaire très au sérieux. Lorsqu'elle m'appela, on sentait dans sa voix qu'elle avait déjà perçu l'irrégularité. « Reuben, je ne veux pas t'alarmer, mais cette voiture ne se comporte pas normalement. Le métal est intact, le caoutchouc n'est pas craquelé, la bande de la cassette se lie encore. Vous l'avez jouée ? Une fois, et elle a refondu depuis. Si tu veux, je t'en envoie une copie. » Je me rendis à Columbia la semaine suivante. À l'écoute de la bande, tout commença banalement. Échauffement de la chorale, accords de piano, quelques sopranes faux culs, un rire au loin. Puis le piano ralentit, joua à l'envers, non pas parce qu'on avait appuyé sur rembobinage, mais dans l'enregistrement même, les notes glissaient en arrière, comme si le temps lui-même reculait. Un silence métallique de 2 minutes, puis une voix mêlée de cris étouffés. « On n'aurait jamais dû l'ouvrir !» Je crus lâcher les écouteurs. Ellison, sidéré, murmura « Tu reconnais ?» Je secouai la tête. Mentant, je reconnus chaque syllabe. C'était la voix de ma mère, Teresa Dandridge, que je n'entendais plus depuis mes 2 ans, sur une vieille cassette rangée dans le grenier. Un message d'anniversaire. Sa voix éraillée avait toujours le ton des confidences. Et là, 17 ans plus tard, elle susurrait. « On n'aurait jamais dû l'ouvrir. Je suis désolé. J'ai essayé. Je lui ai dit d'arrêter. » Puis la bande vrilla à nouveau dans un grésillement, avant qu'un orgue funèbre monte, sourd et lugubre. Je quittai le labo en état de choc. Je n'en parlais à personne, pas même à ma tante. Cette rencontre ne m'apporta pas de réconfort, mais un effroi indicible. Mes rêves revinrent, mais transformés. Je ne revoyais plus des souvenirs, je vivais des visites. Dans l'une d'elles, je me tenais dans l'eau jusqu'aux genoux, une cloche d'église sonnant au loin, et l'Oldsmobile à moitié submergée, porte grande ouverte comme en attente. Juste avant de franchir le seuil, j'entendais cette voix. Il y a de l'eau partout, maintenant. Pendant qu'Ellison poursuivait, ne lâchant plus le dossier, elle retrouva un ex-standardiste de Dolan, Curtis Lane, de service dans la nuit du 28 mars 1983. Il se rappelait un appel à 3h14 du matin. L'homme en ligne se disant « Marvin Dandridge », la transmission brouillée, répétant « Avez-vous bien fermé le sous-sol, verrouillé la porte ?» L'appel s'était interrompu net. Le commissariat avait classé ça comme un canular, mais Lane n'oublia jamais, car seuls quelques anciens paroissiens et le pasteur connaissaient l'existence de ce sous-sol. La semaine suivante, Ellison et moi retournâmes à Dolan. Nous demandâmes au pasteur l'accès à l'église. Rénovée, repeinte, moquette neuve, mais fondations inchangées. Sous le chœur, derrière un simple placard faux semblant, nous découvrîmes une trappe. Un escalier en béton menait à une petite pièce, 3 mètres sur 3 mètres, au mur d'argile, équipé d'un vieux lavabo rouillé, d'une cuve baptismale vide et d'un boîtier électrique.
Ellison braqua sa lampe sur un point gravé à la pointe. MT, puis, en lettres tremblées, NEL, ouvrez pas. Long silence. Cette nuit-là, à l'hôtel, Ellison confia: Je ne crois pas qu'ils aient été disparus. Je pense qu'ils ont réveillé quelque chose. Ils ont ouvert une porte qu'ils tentèrent de refermer. Après avoir déterré la salle du sous-sol, Ellison était devenue obsédée. Elle voulait comprendre. Je crois que moi aussi, après 17 ans de silence, tout ce vacarme réveillait en nous un mystère primitif. Elle dépouilla les archives, même les écrits sur papier jauni. Dans un vieux plan cadastral, une annotation manuscrite indiquait « Sous la cuve, une seconde chambre, plus petite, ignorée des plans officiels et du pasteur actuel. » Quelques jours plus tard, munis de pioches, nous retournâmes sur place. Le pasteur accepta, mais refusa d'être présent. Cette église a accueilli la grâce, mais la grâce peut être pervertie, nous confia-t-il. Sous la cuve pourrie, nous dévoilâmes une dalle de béton munie d'un anneau de fer. Après plus d'une heure, le béton céda, laissant surgir un caveau d'1,50 m de profondeur, doublé de briques. Au centre, un paquet enveloppé dans une toile huilée. À l'intérieur, un article de journal jaunissant, 1947, relatant l'incendie mystérieux du First Light Tabernacle, à 5 miles de là. 2, une mèche de cheveux tressés. 3, une photo de 5 enfants noirs, immobiles devant une vieille cahute. Un écriteau en arrière-plan proclamant « L'eau ne pardonne pas ». 4, un plan crayonné, taché, montrant un tronçon de la côte sud de la Caroline, avec un point encerclé en rouge, « Mouth of Mercy ». D'abord, je crus à une mauvaise blague, un fantasme religieux à l'envers. Mais Ellison reconnut ce nom. Elle l'avait déjà rencontré dans une affaire sans lien apparent. La noyade d'un adolescent dont le corps avait été retrouvé loin de tout courant connu. Dans son journal, le garçon avait noté un endroit qui attire même quand l'eau est calme, qu'il appelait Mouth of Mercy. Ce n'est pas profond, expliquait-il, c'est comme si ça avalait tout. Quand ils montrèrent cette carte à la garde côtière de Beaufort, on se moqua d'eux. Un lieu imaginaire du folklore local, dirent-ils. Mais un arpenteur maritime retraité, un Ralph Jennings, se tut, puis confia: « J'y suis allé une fois, en 1972, pour une mission de location. La boussole déconnait, les poissons ne mordèrent pas, le moteur a calé 2 fois. On avait appelé ça l'eau morte, mais Mouth of Mercy, oui, ce nom m'est resté. Tu n'y vas pas exprès. » En avril, le véhicule sorti du marais fut entreposé dans un hangar sécurisé. Mais il se détériora vite, le caoutchouc craquela, la sellerie s'effondra, la bande de la cassette ne répondait plus. Surtout, l'agent chargé de surveiller la voiture, un jeune nommé Ben McCarthy, rapporta des anomalies. L'intérieur s'embrumait la nuit, on entendait goutter même par beau temps, le mécanisme éjecta la cassette tout seul, la boîte à gants claqua d'elle-même. Les supérieurs imputèrent tout cela à la chaleur et au stress, jusqu'à ce que McCarthy disparaisse à son tour. Sa voiture de service fut retrouvée, garée à 2 miles de l'église, près du rivage. Les chaussures de l'agent sur le plancher, les clés sur le contact, la ceinture desserrée remplie de sable. Mais lui, nulle part. Ellison fit une pause. J'appris qu'elle était allée à Atlanta voir le seul frère survivant de Marvin, Silas. Ils étaient brouillés depuis des décennies. En 1983, Silas vivait en Alabama et refusa tout contact. Mais après de 70 ans, affaibli, il finit par parler. Marvin était curieux, trop curieux. Il avait trouvé cette Bible dans la cave de l'église après une inondation. Il pensait tenir un trésor, mais les versets y changeaient chaque jour. Il se mettait au large en solitaire. Il disait que Teresa ressentait la même chose. Il tentait de refermer une porte, et je crois qu'ils l'ont ouverte encore plus grand. Quand Ellison lui demanda si la Bible existait toujours, Silas éclata de rire. Amer. Tu ne gardes pas un objet pareil, tu l'enterres. Pourtant, peu après, la Bible originale disparut du domicile d'Ellison à Columbia. Pas une pièce de matériel volé, pas un dossier, seulement le livre, et, au-dessus de son bureau, gravé à l'encre sombre, Psaume 69, 15, « Que le déluge ne me submerge point, que l'abîme ne m'engloutisse. » À cet instant, je compris que nous n'étions plus sur une simple enquête de disparition. Nous poursuivions l'écho d'un gouffre jamais refermé. Ellison revint d'Atlanta transformé, non seulement épuisé,
mais altérée, comme si elle avait regardé trop longtemps quelque chose qui ne battait pas des paupières. Dans son porte-document, elle me tendit d'anciens articles remontant aux années 1930. Aucun ne nommait directement le Mouth of Mercy, mais le schéma était implacable. 1934, un pasteur et son épouse disparaissent en route pour un baptême. 1956, un diacre et son fils s'évanouissent après le service de l'aube de Pâques. 1971, deux choristes introuvables, vus pour la dernière fois fermant la chapelle après la prière du soir. Chaque cas fut traité isolément, sans lien, sans indice, juste une disparition. Mais Ellison y détecta un fil rouge. Chaque couple avait un lien ténu avec la Greater Hope Missionary Baptist Church. Certains y avaient assisté une seule fois. D'autres avaient un parent inhumé au cimetière de l'église. D'autres avaient soutenu un banquet de charité des décennies plus tôt. À chaque fois, leur nom figurait sur les registres, puis avait été effacé au crayon, légèrement rayé, comme si on voulait les faire oublier, sans jamais effacer complètement le souvenir de leur passage. De nouveau, nous retournâmes à l'église, munis de la clé de la salle d'archives, une alcôve poussiéreuse derrière la chaire, remplie d'armoires à dossiers et de minutieux registres manuscrits depuis 1901. Nous y trouvâmes une paroissienne, seule, en train de trier des recueils d'hymnes. Evelyne, 82 ans, membre depuis 1958. Quand nous la saluâmes et prononçâmes les noms de Marvin et Teresa, elle cessa de bouger, fixant l'air d'un air pâle. Je le lui avais dit, ne l'ouvrez pas. Nous n'avions même pas posé la question. Elle savait pourquoi nous étions là. Il croit qu'il y a un trésor caché dans l'eau, disait-il au début, qu'il existe des réponses. Mais l'océan ne donne pas de réponse, il renvoie des échos. Ellison s'approcha d'un vieux tiroir sur lequel était collé un morceau de ruban jaune indiquant « Funérailles officielles ». À l'intérieur, un carnet relié de cuir, étiqueté à la main, registre des conservés. Evelyne nous laissa le consulter, sans nous laisser l'emporter. Les pages, débutant en 1894, consistaient en des listes scrupuleuses. Chaque date, un nom, toujours par paire, suivi d'un lieu, d'un état, offert librement, confirmé, d'un verset biblique et une seule rubrique en marge, écrite à l'encre rouge. Donné. Je reconnus certains noms déjà sortis des journaux, d'autres m'étaient inconnus. Certains versets existèrent dans la Bible, d'autres non. L'entrée du 3 avril 1983 me coupa le souffle. 3 avril 1983, Marvin and Teresa Dandridge. Offert librement confirmé. Psaume 91, un verset, marqué à Mouth Écosse, entendu donner. Que signifie tout cela? Demandai-je à Evelyne. Elle secoua tristement la tête. Nous avons cessé de le faire correctement après 1947, mais tous les quelques décennies, ça rappelle. Qu'est-ce qui rappelle? Elle me regarda comme un enfant et murmura « L'abîme, la gueule, ce qu'on a tenté de sceller, mais qui, si on l'a donné, reste éveillé. » Pourquoi leur voiture est-elle revenue? Pour la première fois, elle parut effrayée. Parce que quelqu'un a rompu le seau cette nuit-là. Ellison est reparti pour Columbia. Moi, je suis resté à Dolan pour réfléchir. J'ai erré dans le cimetière derrière l'église, m'arrêtant devant chaque pierre tombale, comme si elle pouvait me parler. L'une d'elles m'a particulièrement marqué. L'inscription, à peine lisible, portait les noms de Reverend Amos Geist et sa bien-aimée Ruth, suivi de « Revenu dans l'ombre, reposé dans la lumière ». 1894 à 1934. Geist, la famille d'Evelyn. Sous leur nom, une gravure en latin. Aquam non teneas, tu ne retiendras point l'eau. Pendant ce temps, à Columbia, les choses se précipitaient. La voiture, presque décomposée, commençait à fuir. Pas de l'huile ni de l'essence, mais une eau visqueuse, saumâtre, à peine transparente. Le laboratoire ne put identifier cette substance. Ce n'était pas juste de l'eau saline, mais un mélange de sel et d'éléments inconnus dans tout écosystème côtier. Pire encore, quand ils mirent ce liquide en éprouvette, le verre s'embuait de l'intérieur, les étiquettes se décollaient, le ruban adhésif ne collait plus. Un stagiaire, par curiosité, en versa un peu sur un morceau de papier. L'encre se mit à reculer
Littéralement, les mots s'inversaient sur la feuille. L'échantillon fut aussitôt saisi par les autorités supérieures et le laboratoire fermé sans explication officielle. 2 jours plus tard, Ellison m'appela, furieuse. On l'avait retirée de l'affaire, sommée de rendre tous ses dossiers. On lui avait dit que l'enquête dépassait désormais la compétence locale. Elle refusa. Cette même nuit, son domicile fut à nouveau visité. Rien n'y fut volé, ni ses fichiers, ni son matériel. Mais on laissa sur sa table de cuisine une photographie. Le même cliché des 5 enfants impassibles, déjà vus dans le colis, mais leur visage était subtilement différent, plus vieux. Et au fond, l'écriteau « L'eau ne pardonne pas » avait disparu pour être remplacé par « Chantez et n'ouvrez pas ». Ellison sut alors ce qu'il nous restait à faire. La carte du colis montrait un point précis, à quelques miles à l'est d'Edisto Beach, près d'îles barrières inhabitées. Elle loua un bateau, sans autorisation. La zone était classée zone de conservation côtière instable, non interdite, seulement évitée. Les pêcheurs parlaient du noir, un secteur où l'eau semblait se refuser à toute vie, comme si sel et minéraux y perdaient leur prise. Le 11 juin 2000, à l'aube, nous levâmes l'ancre. Notre pilote, Terry Monroe, ex-marin, nous prévint. J'y suis allé une fois, en 72. Ma boussole tournait dans tous les sens, les poissons ne mordaient pas, le moteur a calé. On appelait ça eau morte. 90 minutes plus tard, nous atteignîmes le périmètre. L'océan semblait plus sombre, non pas par profondeur, mais par tonalité. Le vent s'était tu, les mouettes s'étaient envolées. Aux coordonnées exactes, l'eau s'immobilisa. Pas un ripple, pas un bruit. Nous descendîmes un caisson de caméra sous-marine ordinaire. À 9 mètres, rien. À 15 mètres, sédiments et vases brassés. À 21 mètres, une ombre, trop lisse pour être un rocher. Puis la caméra révéla une porte scellée dans le fond marin, corrodée mais entière, boulonnée à une structure enfouie. Au-dessus, une plaque gravée en latin, Aquam non tenea, et, à ses côtés, 2 initiales marquées dans la boue, MT. La surface se mit à trembler, comme si quelque chose expirait au-dessous. Ellison voulut plonger, Terry s'y opposa fermement. Nous insistâmes, et enfin, il céda. Ellison enfila sa combinaison étanche, scella son badge de détective dans une pochette imperméable et plongea. Moins de 3 minutes plus tard, la caméra montrait sa main appuyée sur la porte. Puis le flux vidéo se coupa net. Elle refit surface en quelques instants, haletante. C'est chaud, le métal est chaud et il y a une inscription juste sous la plaque. Nous visionnâmes la cassette plus tard, image par image. En dessous de la première gravure, à peine visible, une deuxième phrase. Nous n'empruntons qu'un moment. Cette même nuit, de retour à terre, le Standard de Columbia reçut un appel muet, puis une voix masculine familière. N'y retourne pas. Ils ne sont pas partis, ils sont empruntés. Tu ouvres, tu tout ramènes. La voix correspondait exactement à celle de Marvin, sur un message de 1982 retrouvé sur le répondeur de son frère. 17 ans plus tard, on utilisait encore sa voix. Nous n'y retournâmes pas. Au lieu de cela, nous nous rendîmes une dernière fois à l'église. Il pleuvait depuis le matin. Pourtant, la nef était soudain bondée. Paroissiens anciens, familles des disparus, tous semblaient attirés sans savoir pourquoi. Au milieu d'eux, Evelyne, assise au 2e rang, serrant contre elle le même colis que nous avions ouvert des semaines plus tôt. Lorsqu'elle nous vit entrer, elle se leva d'un bond. Ça remonte encore. L'eau monte dans les hymnes, je le sens. Elle nous tendit une photo jamais montrée auparavant. Marvin et Teresa, en 1982, devant l'église, un dimanche chaleureux. Mais dans le reflet de la vitre, leurs silhouettes étaient inversées. Non pas comme un miroir, mais comme si leurs doubles avaient déjà disparu. Et derrière eux, à la lisière du verre, se dessinait une 3e silhouette, haute, floue, à peine perceptible, mais indubitablement là, les regardant. Ellison fit expertiser la photo. Pas de trucage, pas de double exposition, seulement une anomalie lumineuse inexpliquée. Elle épingla ce cliché à son mur, notant en dessous un mot « témoin ». Fin juillet, l'océan rendit encore un objet. Sur la même plage, Praia, où avait émergé la Bible,
Une petite boîte en bois échoua sur le sable. À l'intérieur, une nouvelle cassette, sans étiquette ni boîtier. Lorsque nous la jouâmes, rien ne se fit entendre pendant 10 minutes, puis on distingua un murmure, apaisé sans peur. Il ne peut nous retenir indéfiniment. Les portes ne résistent pas au sel. Il essaie encore de parler, mais la marée ne traduit pas, n'y retourne pas, celle seulement. Puis un silence profond. Cette nuit-là, Ellison disparut. Son domicile resta intact, sa voiture garée normalement. Aucun signe d'effraction, aucun affrontement. Seul dans la cuve baptismale de la Greater Hope Missionary Baptist Church, son badge de détective gisait dans une eau noire. Ni encre, ni huile, mais d'un noir si profond que dans la cuve d'une église, il n'aurait jamais dû exister. 3 jours plus tard, ni Ellison ni moi ne répondions aux appels. Fin du dossier, parce qu'on avait brisé le sceau cette nuit-là. Ellison était reparti pour Columbia. Moi, je suis resté à Dolan, ayant besoin de recul. J'ai erré dans le cimetière derrière l'église, m'arrêtant devant chaque pierre tombale, comme si chacune pouvait me révéler un secret. Une d'elles retint mon attention. L'inscription, à peine gravée par le temps, portait les noms Reverend Amos Gist et sa bien-aimée Ruth, suivi de Revenu dans l'ombre, reposé dans la lumière, date 1894 à 1934. Gist, le patronyme d'Evelyn. Sous leur nom, en latin, caché dans la pierre, Aquam non teneas, tu ne retiendras pas l'eau. À Columbia, les événements prirent une tournure inquiétante. La voiture, presque décomposée, commença à fuir. Non de l'huile ou de l'essence, mais une eau épaisse et saumâtre, avec un léger reflet argenté. Le laboratoire ne put identifier cette substance. Ce n'était pas de l'eau salée pure, mais un mélange contenant des éléments inconnus de tout écosystème côtier. Plus étrange encore, lorsqu'on la versait dans des fioles scellées, le verre s'embuait de l'intérieur, les étiquettes se décollaient, le ruban adhésif refusait de tenir. Un stagiaire, par curiosité, en versa un peu sur un morceau de papier. L'encre s'inversa, les mots se mirent à reculer sous ses yeux. L'échantillon fut immédiatement saisi par les autorités supérieures et le laboratoire fut fermé sans explication officielle. 2 jours plus tard, Ellison m'appela, furieuse. On l'avait retirée de l'enquête, sommée de rendre tous ses dossiers. On lui avait dit que l'affaire dépassait désormais la compétence locale. Elle refusa net. Cette même nuit, son domicile fut à son tour visité. Rien n'y fut volé, ni ses fichiers, ni son équipement. Mais sur la table de la cuisine, on retrouva une photographie, celle des 5 enfants impassibles que nous avions déjà vus, sauf que leur visage était plus mûr, plus dur, et le panneau « L'eau ne pardonne pas » laissait place à ces mots rouges « Chantez et n'ouvrez pas ». Ellison sut alors ce qu'il nous restait à faire. La carte trouvée dans le colis pointait un endroit précis, à 5 miles à l'est d'Edisto Beach, près d'îles barrières inhabitées. Elle affréta un petit bateau. En toute illégalité, la zone était classée zone de préservation côtière instable, non interdite, mais strictement évitée. Les pêcheurs de l'endroit l'appelaient le pré, car là, l'eau semblait abandonnée toute prise, comme sel et minéraux s'y dissolvaient totalement. Le 11 juin 2000, à l'aube, nous larguâmes les amarres. Notre pilote, Terry Monroe, ex-marin, nous mit en garde. J'y suis allé une seule fois en 1972. Ma boussole déconnait, les poissons boudèrent à nos lignes, le moteur a calé 2 fois. On parlait de l'eau morte. 90 minutes plus tard, nous atteignîmes l'emplacement. L'océan avait changé de couleur, non pas plus sombre de profondeur, mais plus dense, plus lourd. Le vent s'était éteint, les mouettes s'étaient tues. À l'endroit exact indiqué sur la carte, l'eau se figea. Pas une ride, pas un son. Nous descendîmes un caisson de caméra sous-marine. À 10 mètres, rien que de la vase mouvante. À 20 mètres, le même décor boueux. À 25 mètres, une forme émergea. Trop lisse pour être une roche, trop symétrique. Puis là, contre le sable, une porte métallique corrodée, prisonnière d'une structure enfouie, ornée d'une plaque gravée. Aquam non teneas. Et, à côté, 2 initiales inscrites dans la boue. MT. L'écran vibra, comme si quelque chose poussait sous l'hiver salé. Ellison, prêt à plonger, fut retenu par Terry. « Je t'interdis d'y aller. » Nous insistâmes. Finalement, il lâcha prise.
Ellison noua son badge dans un sac étanche, enfila sa combinaison et plongea. Moins de 3 minutes plus tard, elle posa la main sur la porte. À ce moment, la caméra plongea dans l'obscurité. Elle remonta quelques instants après, haletante. C'est chaud, la porte est chaude et il y a une inscription dessous. De retour sur le bateau, nous relûmes la bande plus tard. Sous la première gravure, à peine lisible, nous ne sommes qu'empruntés. Ce même soir, un appel muet arriva au standard de Columbia, suivi d'une voix tremblante mais calme. N'y retourne pas. Ils ne sont pas partis, ils sont empruntés. Tu ouvres, tu les rapportes tous. La voix correspondait exactement à celle de Marvin, sur un message laissé en 1982, 17 ans auparavant. Nous ne retournâmes pas sur place. Le lendemain, nous revînmes à l'église. Étonnamment, malgré un orage persistant, la nef était bondée. Anciens paroissiens, proches des disparus, tous réunis comme attirés par une force invisible. Au milieu d'eux, Evelyne, debout au second rang, tenant contre elle le même collier hermétique que nous avions ouvert des semaines plus tôt. Lorsque nous pénétrâmes, elle nous toisa et déclara « Ça recommence. L'eau monte dans les hymnes, je le sens. » Elle nous tendit une photo inédite, Marvin et Teresa, en 1982, devant l'église, un dimanche lumineux. Mais leur reflet dans la vitre était inversé, non pas comme un miroir, mais comme si leur double s'en était déjà allé. Et, derrière eux, à peine visible, se dessinait une troisième silhouette, haute, floue, les observant. Ellison fit expertiser la photo. Pas de trucage, pas de double exposition. Seulement une anomalie lumineuse inexplicable. Elle accrocha l'image à son mur et y inscrivit d'une main tremblante « Témoin ». Fin juillet, l'océan rapporta un nouveau trésor sur la plage où avait déjà échoué la Bible. Une petite boîte en bois, fermée, venue du large. À l'intérieur, des fragments de recueils d'hymnes, une chaussure d'enfant et un médaillon que je reconnus aussitôt, le mien. Ma tante l'avait pourtant enterré avec ma couverture de bébé quand j'avais 3 ans. Là, il était enveloppé dans un tissu noirci d'une substance saumâtre et sombre. Ouvrant le médaillon, j'y trouvais une photo inconnue. Moi, bébé, dans les bras de Teresa, derrière elle Marvin, et encore lui, cette troisième silhouette, plus proche, toujours là, nous regardant. J'ai tenté d'oublier, repris le quotidien, persuadé que tout cela n'était que trauma et fantasme. Mais les signes continuaient. Tous les 17 ans, quelque chose refaisait surface. Pas quelqu'un, mais quelque chose que la mère rendait après l'avoir emprunté autrefois, exigeant toujours une nouvelle offrande. On ne parlait plus de Mouth of Mercy, mais du prêt, car tout cela n'était qu'un cycle, un registre des âmes prêtées. J'ignore ce qui sera réclamé ensuite, mais j'entends toujours leur voix, dans le ronron du frigo, dans le sifflement de la plomberie, juste avant de sombrer dans le sommeil. Nous sommes les conservés. Je n'ai plus dormi depuis que j'ai retrouvé le médaillon. Le tenir en main, savoir qu'il m'avait été enterré dans ma propre enfance, puis retrouvé sous l'eau près de l'église condamnée, a fait vaciller ma réalité. Je retournai une dernière fois à Dolan. L'église, désormais condamnée, était sur le point d'être démolie. Malgré les inondations de juillet, les habitants refusèrent de financer un mémorial. L'équipe de démolition, elle, craignait le sous-sol. Le sol y résonne de façon anormale. J'obtins la permission d'y descendre seul. Le sous-sol était froid, creux, la cuve baptismale, fendue, laissait échapper un flot de gravier et de tuyaux de cuivre rongés. L'odeur n'était plus celle de la décomposition, mais celle d'une pression indescriptible, comme si l'air lui-même pesait là. Trop lourd pour un simple réservoir d'église. Dans un coin, sous un tas de recueils de chants pourris, je retrouvais le registre en cuir. Registre des conservés. Je n'y avais pas touché depuis qu'Evelyne nous l'avait laissé entrevoir. Était-ce volontaire? Peut-être voulait-elle que j'y revienne. Je l'ouvris, page après page, chaque entrée, datée, énonçait 2 noms, un lieu, un verset, et en marge, en encre rouge, un seul mot, donner. J'atteignis la fin du carnet, haletant quand je tombais sur mon propre nom. Avril 1983, Marvin et Teresa Dandridge donné. État, échange volontaire, vérifié, psaume 91 à l'envers. Note, Reuben doit rester jusqu'à sa nomination. Voir ci-dessous.
Je retenais mon souffle. Plus bas, à peine tracé, une ligne en encre noire. En attente, Reuben Dandridge, date à fixer, remplaçant non confirmé, hymne non terminé. Mon nom avait été inscrit là avant que je ne plonge pour la première fois, avant que je ne sache ce qui se cachait sous ces eaux, avant que je ne pose une seule question. Et, à côté, encerclé, ces mots, dette détenue. Je ne sus pas tout de suite ce que cela signifiait, mais je le compris plus tard, à Columbia, lorsque je fis l'impensable. Dans le dernier carton de l'attique de ma tante, elle m'avait laissé un dossier personnel marqué Marvin et Teresa Dandridge. Dedans, une série de lettres à sa sœur, à Silas, et une adressée à moi, datée de fin mars 1983, quelques jours avant leur disparition. Mon cher petit garçon, il existe un lieu sous l'eau où les échos vont dormir. Nous avons cru pouvoir l'atteindre, croire négocier, mais point de marché avec le silence. Il n'y a que des délais. Tu n'étais pas fait pour porter tout cela, mais si tu lis ces lignes, c'est que la marée nous a pris et que toi, tu es resté. Je suis désolé. Ton père a ouvert la porte, et moi, j'y suis rentré. Promets-moi de ne jamais suivre nos pas. La vie ne suffit pas pour nous ramener, mais l'amour suffit pour te protéger. Promise-moi de ne pas chanter l'hymne en entier. C'est la dernière strophe qui ouvre la porte, toujours, avec tout l'amour d'une mère, Teresa. Je m'effondrais. Ce n'était pas un au revoir, c'était un avertissement. Mon cœur se brisa, non pour un adieu, mais pour la prise de conscience que, depuis ma naissance, j'étais destiné à devenir ce conservé du prêt, lié à jamais à cette dette d'eau. Parce que j'avais déjà chanté le dernier couplet quelques semaines plus tôt, seul dans les ruines de l'église. Je ne savais pas alors ce que je fredonnais, mais je m'en souvenais maintenant. Cette mélodie, je la portais en tête depuis l'enfance, pensant l'avoir inventée. C'était le dernier couplet d'un vieil hymne local. Si l'eau remonte encore, bien que l'on ait scellé le caveau, les conservés appelleront leurs proches, que le flot apporte le silence. J'encaissais chaque mot. Je compris alors que mes parents n'avaient pas voulu disparaître. Ils avaient cherché à contenir quelque chose, à porter la dette, à retarder un cycle. Et moi, j'étais ce qu'ils laissaient derrière eux, la preuve vivante de l'échange. Je retournais une dernière fois sur la côte, sans bateau, sans équipement, seulement le registre et le médaillon. Je me tenais dans l'eau jusqu'aux genoux, attendant que la mer s'immobilise, que les oiseaux s'éloignent, que l'horizon se plie comme du papier sous l'encre. Et je les sentis, non près de moi, non touchant, mais regardant, attendant. J'enfouis le médaillon dans le sable mouillé, puis je m'éloignai. Depuis, j'ai déménagé à l'intérieur des terres, changé de nom, cessé de répondre aux appels des journalistes et des chasseurs de fantômes. Mais je garde précieusement le registre. Ces pages continuent de se modifier. La semaine dernière, un nouveau nom apparut en encre rouge, Ella Marchand. Échange prévu en 2025 témoins. Inconnu, état, silence, auto-assigné, dette, ranimé, prépare l'hymne. Je ne sais pas qui est cette Ella, mais je sais ce qu'elle entendra. Quand le moment viendra, elle entendra chanter et ressentira l'eau se figer. Et si elle ouvre la porte, aidez-la. Personne ne revient tout à fait le même, si tant est qu'on revienne. Je ne l'ai pas cherché, elle m'a trouvé. Tout a commencé par un message vocal masqué, sans numéro et sans indicatif. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai trouvé un nom dans un livre. Votre nom est le mien. Pas d'explication ni de numéro de rappel. Je sauvegardai ce message et l'écoutai en boucle. La voix d'une vingtaine d'années, peut-être moins. Lasse, creuse, comme la mienne à mes débuts. Le lendemain, un colis arriva, sans adresse de retour. Un vieux bulletin paroissial daté du 12 mai 1991, d'une petite église de Louisiane. Ordinaire à l'avant, mais au dos, une liste manuscrite. Ella Marchand, à conserver si le caveau se réouvre. La même écriture que dans le registre des conservés. Je fis appel à la base d'État. J'appelai chaque marchande répertoriée en Caroline du Sud. À la 6e tentative, une femme répondit. Ella est de ma nièce, souffrit-elle. Depuis l'inondation, elle n'est plus la même. Quelle inondation? Pas celle qui a touché son village, mais celle qui a tout submergé quand même. Ella vivait à Ada Springs,
Petit bourg tranquille près du lac Pontchartrain. J'y conduisis, tentant d'oublier que tout avait commencé ailleurs. À sa porte, elle m'attendait. Plus jeune que ses mots, disons 25 ans, mais ses yeux grands et fatigués témoignaient déjà d'un vécu trop lourd pour son âge. Sans un mot, elle me tendit une enveloppe plastique contenant une page de Psaume 91, la version inversée, même écriture que la mienne. Elle l'avait trouvée dans le banc après le culte. Personne d'autre ne l'avait vue. Je crois, commença-t-elle, je crois que c'était pour moi. Je lui parlais du Mouth of Mercy. Elle hocha la tête. Elle ne connaissait pas ce nom, mais évoqua un lac local, un tout petit îlot jamais cartographié. On y entendrait des pleurs d'enfants la nuit ou un bourdonnement de chorale. Personne n'y allait. Pas depuis l'incendie de 1991. Je demandais « Quel incendie ?» Elle me montra une boîte de coupures de journaux. En mai 1991, une petite chapelle au bord du lac avait brûlé, sans victime, cause inconnue. Dans les photos, une silhouette dans l'eau, ni en train de nager, ni de se noyer, debout, bien trop loin de la rive. Derrière elle, sur la berge, se tenait une fillette. Et là, elle chuchota qu'enfant, elle fredonnait un air dont elle ne se souvenait pas les paroles. Je lui demandai de le chanter. Elle le fit. C'était exactement l'hymne que j'avais chanté dans les ruines de l'église, celui dont le dernier verset ouvre la porte. Nous restâmes silencieux jusqu'à ce qu'elle soufflât. Je crois bien que c'est moi la prochaine. Je les entends près de l'eau. Ils ne parlent pas, ils ne crient pas, ils chantent. La semaine dernière, j'ai trouvé mon nom, sous ma baignoire. Je la suppliai de ne pas retourner au lac. Elle promit. Pourtant, je vis son regard changer. La même lueur que sur le cliché de ma mère, déjà à moitié partie. Cette nuit, je restais dans la ville. Ma chambre de motel sentait l'humidité et la moisissure. Vers 2 heures du matin, le robinet se mit à goutter, malgré le robinet bien fermé. D'heure, d'âtre, d'âtre. Puis l'eau devint noire. Je ne dormis pas. Le lendemain, Ella avait disparu. Sa voiture était toujours là, chez elle, porte ouverte. Sur son bureau, le dernier mot griffonné « Je vais tout rendre ». 3 jours de recherche, hélicoptère, plongeur, rien. Quand un pêcheur releva son filet sur le lac Pontchartrain, il tira une Bible. Même page marquée, même photo d'Ella, juste au bord de l'eau, faisant face à l'îlot. Dans le reflet, 2 silhouettes se tenaient par la main, et entre elles, la troisième, plus proche qu'avant, silencieuse, observant. Je rapportais la photo, l'épinglais parmi les autres. Le schéma se poursuivait, implacable, et le registre des conservés avait encore changé. Une nouvelle entrée, tracée au crayon, à peine visible. Témoin, et la marchande. Prochain échange, un certain caveau. Toujours violé. 2 semaines après la disparition d'Ella, je me persuadais que c'était fini. J'allais tout enfermer, sceller le registre dans une boîte, m'éloigner des eaux. J'envisageais même un appartement en Arizona. Puis un appel arriva des archives du comté de Charleston. On avait terminé la numérisation tardive des actes de succession de 1983. Parmi eux, le testament de Marvin Dandridge, daté du 25 mars 1983, 2 jours avant sa disparition. Je me rendis en personne au greffe. La greffière, mal à l'aise, me tendit une enveloppe vélin, un testament légal, notarié, mais d'un autre ordre. Acquis de droit, en cas de disparition de ma femme et moi-même, sachez que nous avons conclu l'échange en toute connaissance de cause et laissé nos témoins. Le document s'interrompait là, mais je compris que ma vie n'avait jamais été seulement un mystère de disparition. J'étais la caution humaine d'un pacte ancien avec l'eau, condamné à garder le silence. Jusqu'à l'appel suivant. Par mon nom, n'essaie pas d'inverser ce qui a déjà été emprunté. Ne reviens pas devant la porte. Les conservés doivent rester témoins. Reuben Dandridge. Signature, Marvin Elijah Dandridge. J'avais 2 ans, je ne pouvais rien témoigner, je ne pouvais rien signer. Et pourtant, mon nom y figurait, non comme héritier futur, mais comme témoin, comme si j'avais vu ou qu'on m'avait déjà montré. De retour chez moi, j'ouvris enfin la dernière boîte que j'avais toujours refusée. Elle n'était pas fermée par une clé, mais par un étrange mécanisme, semblable à un cadran à combinaison. Sauf qu'il n'y avait pas de chiffres, seulement 4 lettres inscrites. Pendant des années, j'avais tenté toutes les combinaisons.
Cette fois, j'essayai ELA. Le verrou cliqueta. À l'intérieur ne se trouvait qu'un objet, une clé en laiton attachée à un ruban noir. Sur une étiquette, la main de ma mère avait écrit « Pour celui ou celle qui entendra l'hymne. Si vous ne pouvez refermer la porte, vous devez le faire, mais une seule fois. Une seule fois suffit. » Cette nuit-là, l'océan appela encore. Pas en rêve, mais dans mes canalisations. Tous les robinets de la maison gouttaient lentement, comme des métronomes dérangés. Chaque goutte répétait la première note de l'hymne. Je l'enregistrai, l'analysai, et compris qu'il ne s'agissait pas d'une mélodie, mais de coordonnées. Je retournai seul sur la côte, sans bateau ni témoin, seulement la clé. La mer était plus basse que jamais. La marée avait reflué si loin qu'elle avait dégagé des parties du fond marin invisibles depuis des décennies, y compris le sommet de la porte. Elle était toujours fermée, mais un détail avait changé. Un trou de serrure y était apparu. Je m'agenouillai, les vagues caressant mes genoux, sortis la clé en laiton. Mais ne la tournai pas encore. Quelque chose me soufflait qu'insérer la clé ne serait pas ouvrir la porte, mais la fermer définitivement, sceller l'ultime verrou, et que, si je la tournais, il y aurait quelqu'un qui resterait derrière. Je me relevai, contemplai l'horizon, et pour la première fois depuis mon enfance, je n'entendis plus l'hymne. J'entendis une respiration. Pas la mienne, pas le vent, mais une respiration collective, lente, asphyxiante, comme si des centaines de voix retenaient en leur souffle en chœur. Je repartis, laissant la clé en place, fichée dans la serrure, entourée du ruban noir, au cas où quelqu'un d'autre viendrait, forcé de choisir. De retour chez moi, j'examinais le registre des conservés. Une nouvelle entrée, gravée en encre rouge. Fermeture du caveau, en attente. Témoin, confirmé prochain. Inconnu, dette, contenu, pour l'instant. Je n'entends plus que les 3 premiers couplets de l'hymne. Le dernier, celui qui ouvre la porte, reste enterré au fond de mon esprit, tel un rocher englouti sous la mer. Et si vous lisez ceci, si jamais vous trouvez une Bible au verset inversé, ou une page de psaume 91 qui chaufferait au toucher, ou une photo de quelqu'un debout trop loin dans l'eau, promettez-moi une chose, ne chantez pas. Pas tout l'hymne, pas à voix haute, pas près de l'eau, car la gueule ne peut oublier sa dette, et le flot attend toujours la fin du silence.